Alors, dans le cadre des polynômes, je voulais qu'on regarde ensemble le résultant. Le résultant, bon, c'est encore borderline au niveau du programme, mais on s'en sert tellement que c'est toujours pareil, c'est bon de ne pas découvrir ça le jour J. Alors, d'abord, je vais rappeler des choses. On prend P et Q, deux polynômes, P de degré M et Q de degré N, donc non nul. Euh, le PGCD de PQ, on va dire c'est D. Donc D, c'est un polynôme unitaire. Alors, entre parenthèses, je précise, D ne dépend pas du corps K. On ne dit pas le PGCD de PQ sur K. Ça se dit pas. Parce que, en fait, c'est à partir du moment où P et Q sont sur K, eh ben, le PGCD ne va pas dépendre de l'extension. Par exemple, vous regardez le PGCD sur Q, ben, ce sera le même PGCD sur R si vos polynômes ils sont sur Q, et ce sera le même PGCD sur C. C'est pas tout à fait intuitif. On imaginerait, comme il y a plus de diviseurs, on imaginerait que le PGCD soit encore plus grand. Ben non. Donc regardez juste, j'appelle DK le PGCD de P et Q quand on les regarde sur K, et D indice L le PGCD de P et Q quand on les regarde sur une extension, c'est-à-dire sur un corps L qui contient K. Ben, il est évident que DK, comme il divise sur K, P et Q, il le divise aussi sur L a fortiori. Donc D divise DL d'après la propriété de PGCD de DL. Mais inversement, quand vous écrivez l'identité de Bezout UP plus VQ est égal à D, et ben vous voyez donc que cette identité elle est sur K a priori, et DL va diviser P sur L et divise Q sur L, donc divise DK sur L. Voilà. Donc on a une double divisibilité, comme ils sont unitaires, ils sont égaux. Donc voilà, c'est à bien connaître. On ne dit pas le PGCD sur un corps parce que justement, ça ne dépend pas du corps. Alors maintenant, donc c'était une chose. Maintenant, ce PGCD là, D, il est important de savoir si ça vaut 1 ou pas 1. Et voilà un critère pour dire pas 1. D est différent de 1 si et seulement si il existe deux polynômes non nuls U et V de degré inférieur à n-1, ici de degré inférieur à n-1, tel qu'on peut simplifier P sur Q en U sur V. Bon, c'est presque évident, parce que si D est différent de 1, donc D de degré supérieur, on factorise P par D, on factorise Q par D, on simplifie et on va avoir U sur V. Donc ça, c'est évident. Réciproquement. Alors pour la réciproque, je vais prendre D égale 1 et je vais montrer que U et V sont forcément nuls. Ben oui, parce que si D égale 1, alors ça veut dire que P et Q sont premiers entre eux. Et quand vous allez écrire PV égale QU, P va diviser UQ, mais P est premier avec Q, et ça veut dire que P divise U par le lemme de Gauss. D'accord ? Et P divise U, c'est pas possible à cause d'une question de degré, d'accord? Sauf si U est nul. Et pareil, V est nul. Donc c'est que ça rentre en contradiction avec cette hypothèse. Donc on a bien démontré l'équivalence. Voilà. Donc maintenant, alors là je vais faire juste un petit truc, c'est que je vais remplacer U par moins U, donc quitte à remplacer U par moins U, ce qui ne change pas le degré, ni rien, pour obtenir l'égalité PV plus QU égale 0. Alors, supposons, donc, on va l'écrire, cette proposition-là, on va l'écrire comme ceci. On va prendre phi de une application de k de x m-1, croix k de x n-1, donc c'est les polynômes de degré inférieur à n-1, inférieur à n-1.
on prend UV, donne K de x n plus m moins 1, donc les polynômes de degré inférieur ou égal à n plus m moins 1, et à UV, on associe PV plus QU. Vous voyez que c'est linéaire, d'accord? Ça c'est clair que c'est linéaire en U et V, et ce qu'on est en train de dire, c'est que D égale 1, si et seulement si, la seule possibilité pour avoir 0 ici, c'est U égale 0, V égale 0. Comme vous remarquez que c'est linéaire, c'est donc que phi est injective, mais comme vous pouvez remarquer, les dimensions à gauche et à droite sont les mêmes. Là, c'est de dimension m, ça c'est de dimension n, ça c'est de dimension n plus m, et donc on a n plus m à gauche et n plus m à droite, donc c'est de même dimension. Donc dire injectif, c'est dire aussi surjectif, ce qui fait que D est égal à 1 si et seulement si phi est iso. D'accord? Voilà, donc ça c'est pas mal. Et maintenant, c'est là où le résultant arrive, c'est que phi est iso si et seulement si la matrice qu'on va trouver dans une base qui va nous intéresser pour là et là, va être une matrice de déterminant non nul, une matrice inversible. Alors, regardons un peu mieux. Qu'est-ce qu'on a comme base? Ici, on a la base canonique, donc on fait, on concatène les bases canoniques, et ici, on va avoir aussi la base canonique. Alors, dans la base canonique, on va supposer que P, c'est AM xm jusqu'à 0, Q, Bn xn jusqu'à B0, alpha m-1, xm-1 jusqu'à alpha 0, et là pareil avec des bêtas. AM est non nul, Bn est non nul, par contre alpha m-1, bêta n-1 peut être parfaitement nul. Alors quand on va écrire ça dans une base, regardez ce qui va s'écrire. On regarde les termes en x, n plus m moins 1. Et bien là, le terme en x, n plus m moins 1, vous vous convainquez que c'est am bêta n-1 pour lui, plus bn alpha m-1. Bon, là j'ai mis d égale à 0, ça sert à rien. Le terme en xn plus m-2, vous vous convainquez que c'est am-1 bêta n-1 plus am bêta n-2. Là, ici, là, c'est tout, plus bn-1 alpha m-1 plus bn alpha m-2, voilà, etc. Bon, voilà, en fait, vous voyez que la matrice de phi dans la base, ça va être cette matrice-là, AM, regardez, AM-1, on va descendre jusqu'à A0, c'est une matrice, attention, n plus m sur n plus m. À partir de A0, vous avez que des zéros. Ensuite, vous avez 0, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Vous avez AM, AM-1, A0. Et après, ça continue à descendre d'un cran à chaque fois, jusqu'à ce que ce soit descendu à la énième colonne, à AM, A0. Puis, ici, vous avez Bn jusqu'à B0, qui est en train d'arriver, là. Et puis ensuite, vous descendez jusqu'à ce que vous soyez arrivé tout en bas. Et vous prenez le déterminant. Et donc, vous avez ici que phi est iso, si et seulement si, RPQ, qui est le déterminant de la matrice de phi dans la base, dans les bases canoniques qu'on a pris, est différent de 0. Voilà. Voilà le résultat principal du résultant. Et on peut en discuter un tout petit peu plus, ce que je vais faire. Alors, on a des tas de choses à dire sur le résultat, évidemment, mais on va dire juste ici le minimum syndical. D'abord, il y a le discriminant. D'accord? Delta de P, ça va être le résultant de P et P'. Ça veut dire qu'il est nul si et seulement si P et P'
ont un diviseur commun, et donc un PGCD qui est différent de 1. Voilà. Alors, maintenant, comme on a vu que ce PGCD il était indépendant de l'extension choisie, on peut aller chercher dans une extension, bon, par exemple, on est sur Q, et puis on va aller chercher dans C des racines. Et donc, ça veut dire que ici, D, maintenant, étant donné qu'il est différent de 1, il va être de degré, donc strictement supérieur à 0, donc il va avoir des racines. Et les racines de D sont des racines communes à P et P', donc ça implique, et c'est logiquement équivalent, à il existe alpha dans l'extension, donc imaginez sur C par exemple, tel que P de alpha égale 0, mais aussi P' de alpha égale 0, d'accord? Puisque D divise P et D divise P', donc toute racine de D est à la fois racine de P et de P', or D va avoir des racines. Voilà. Donc ça veut dire que P a des racines multiples, quitte à prendre une extension. Donc maintenant, inversement, comme c'est logiquement équivalent, si on voit que delta de P est différent de 0, alors P n'a que des racines simples, quitte à aller dans un corps algébriquement clos, ou C si vous préférez. Alors, regardons le discriminant pour les choses qu'on connaît bien. AX2 plus BX plus C, le discriminant, ça va être le déterminant finalement. Donc le polynôme, c'est AX2 plus BX plus C, et l'autre, c'est la dérivée, c'est 2AX plus B. Donc on met 2A plus B, donc ça va être, donc on a du degré 2, ici on a du degré 1, ça fait une taille 3, 3, donc on met ABC, 2AB, 2AB0, 0, 2AB. Par la règle de Sarus, c'est logique, on a le discriminant B2-4AC. Et puis le A, bon, le signe, on n'est pas censé s'y attendre, mais le A est important. Parce que si A était égal à 0, il n'y aurait pas évidemment ce discriminant-là. Ce serait autre chose. Maintenant, je vais prendre P, qui a une forme un peu travaillée, d'accord? On l'a rendu unitaire de degré 3, mais avec le deuxième terme, quitte à faire un changement de variable, une translation, le terme en x2 a disparu. Donc finalement, c'est un espèce de prototype quand même, sur lequel on peut travailler de polynôme de degré 3. Et on regarde le discriminant. On a donc 1, 0, P, Q. La taille, ça va être 3 plus 2, 3 plus 2, donc 5. Donc une matrice 5, 5. 1, 0, P, Q, 0. 0, 1, 0, P, Q. Ensuite, on dérive. 3, 0, P, 0, 0. 0, 3, 0, P, 0. Et 0, 0, 3, 0, P. Et en fait, quand on calcule là, on tombe sur moins 4P3, moins 27Q2. Donc, voilà, on sait que ce polynôme n'aura pas de racine double tant que ça, c'est non nul. Oui, on va prendre P et Q unitaires dans Z de X. Ça va faire que P et Q, comme ils sont unitaires, on peut les regarder modulo petit p, un nombre premier. Donc là, on est dans Z sur PZ de X. Et ça reste de même degré, parce que comme ils sont unitaires, 1, il n'est pas devenu nul modulo P, 1 reste 1, et donc ça reste unitaire, ça assure qu'on a le même degré. Donc ça assure que quand on va faire R de PQ, bar, comme R de PQ c'est un déterminant, d'abord R de PQ, vous voyez que puisque P et Q sont dans Z de X, R de PQ, ça va être le déterminant d'une matrice à coefficient dans Z, donc ça va être un élément de Z, donc on peut en prendre le résidu modulo P, et donc on a R de PQ bar égale R de P bar Q bar, d'accord? Parce que le déterminant c'est un polynôme, donc on peut mettre des barres partout, ici, et distribuer les barres. Voilà. Maintenant, ça va être important, parce que regardez, ce qu'on regarde dans un résultant, c'est est-ce que c'est 0 ou pas? Bon. Et bien, ici, si c'est 0 dans Z, alors ce sera 0 quel que soit P. Voilà. Donc ça veut dire que si deux polynômes unitaires ont un diviseur commun, forcément, ils vont avoir un diviseur commun, modulo P,
quel que soit P. Maintenant, on va aller plus loin. Si P est dans Z de X, on suppose qu'il est unitaire de degré n, d'accord? Et P ne divise pas n. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le degré de P, c'est n. Le degré de P', évidemment, c'est n-1. Le degré de P bar, ben, ça reste n parce que P est unitaire, d'accord? Et il aurait pu s'annuler, hein, d'accord, hein, modulo P. Et le degré de P' bar, ben, c'est bien n-1 parce que c'était, d'accord, vous aviez le terme xn de P est devenu le terme n xn-1 ici, et P ne divise pas n. Donc ça, c'est non nul. Hein. Voilà. Ben, d'après ce qu'on a dit, delta P bar, c'est delta P bar, ici. Ce qui veut dire que si P a des racines multiples, ce qui veut dire delta de P égale 0, donc ça veut dire que delta de P bar égale 0 bar, donc 0, le nul, donc delta de P bar va être égal à 0. Donc P bar aura des racines multiples tout le temps, modulo P. D'accord? Maintenant, si P n'a pas de racines multiples, alors ça c'est non nul, mais ça ne veut pas dire que quand on met un bar dessus, ça va être non nul, parce que ça peut être un multiple de P. Mais, regardez, c'est là où c'est intéressant de vraiment calculer delta de P, et pas de savoir juste s'il est nul ou non nul. Le calcul fin de delta de P est important, parce que delta de P, on va regarder, ça va être un entier, il va se décomposer en premiers, et tous les premiers P, petit p, qui divisent delta de P, donc tel que delta de P est nul modulo petit p, et ben, ce seront tous les premiers petits p tels que P bar aura des racines multiples modulo petit p. Et en fait, il y en a un nombre fini, ce qui veut dire que P bar n'aura pas de racines multiples, sauf pour un nombre fini de P. Ce sont les petits p qui divisent delta de P, d'où l'intérêt non seulement de regarder si delta de P est nul ou pas, mais de regarder combien vaut delta de P, quelle est sa décomposition en nombre premier, en arithmétique, c'est important. Voilà, le résultat en 10 minutes. Quoi. $0.15, please.